Bonjour toujours. On est maintenant dans une rencontre directe avec Laurent Gounel, que vous connaissez certainement parce qu'il y a 2 ans, il était à Bucarest et nous avons lancé un livre ensemble. Nous voilà encore pour fêter le fait qu'entre-temps, les lecteurs roumains peuvent déjà lire 5 de vos livres et il attend pour l'automne la traduction en roumain du roman qui est le plus neuf et qui va voir bientôt la lumière dans les librairies françaises. Il s'agit de Intuitio. Intuitio, bonjour Laurent. Bonjour Magda. Comment est-ce que les Français prononcent? C'est le latin intuitio, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exactement. Sachant que je crois qu'en fait, personne ne sait exactement comment on doit prononcer le latin, puisqu'il n'y a plus de témoins qui peuvent nous le dire. En fait, il n'y a évidemment pas d'enregistrement qui date de l'époque romaine. Donc, en fait, personne ne sait exactement comment prononcer les mots latins. Mais je pense que c'est intuition. Donc, en attendant la traduction roumaine de Intuitio, nous allons parler aujourd'hui des livres qui sont déjà disponibles pour nos lecteurs roumains. Et d'une manière, disons, plus concentrée, plus dirigée, le dernier qui a été traduit, qui est apparu l'année passée en Roumanie, il s'agit du livre, voilà, Dieu voyage toujours incognito. Les dieux voyagent toujours incognito. En fait, je rappelle un petit peu pour nos lecteurs, nous avons commencé par traduire Le jour où j'ai appris à vivre, il y a 2 ans et demi. C'est ton deuxième roman qui a eu un succès absolument fabuleux au niveau international. Et je pense que le titre, une fois que tu le vois, te reste et te crée le désir de lire le livre. Après le jour où j'ai appris à vivre, nous avons publié L'homme qui voulait être heureux. Je te promets la liberté. D'ailleurs, Je te promets la liberté, c'est le livre pour lequel tu es venu à Bucarest. Et tu trouveras ce trésor qui dort en toi. Et finalement, les dieux voyagent toujours incognito. Un roman, Dumnezeu călătorește întotdeauna incognito. Voilà, tu connais déjà le titre roumain. Donc, bienvenue parmi nous. Je serai, enfin, en lisant tes livres et en les aimant d'une manière profonde, parce que c'est difficile de ne pas s'attacher à tes livres. C'est des livres qui parlent moins de l'auteur que de soi-même. Donc, c'est des livres qui t'aident à te retrouver et à penser plus à toi-même et à la signification de l'existence humaine et particulièrement de ta propre existence. Donc, en lisant tes livres, bien sûr que la tentation d'aller lire la biographie que tu as parcourue dans ta vie était extrêmement forte. Et alors, je vais ouvrir la discussion en te proposant de nous raconter un petit peu comment est-ce que tu as fait ce passage, parce qu'il s'agissait d'une grande transformation dans ta vie. Tu avais commencé professionnellement ta carrière du côté des finances et voilà, aujourd'hui, tu es un auteur très connu et entouré de plusieurs romans. Donc, comment est-ce que s'était produit ce passage de la carrière financière vers l'écriture? Qu'est-ce qu'elle a signifié pour toi? En fait, j'ai vécu une sorte de choc quand je suis rentré dans ma vie professionnelle. J'avais 23 ans après mes études. J'étais jeune cadre à la direction financière d'une grande entreprise, enfin, au sein de la direction financière. Et j'ai vite réalisé que en fait, je n'aimais pas ce que je faisais. J'avais aimé mes études pourtant, mais je n'aimais pas ce que je faisais. Et j'ai compris très vite que ça n'allait pas être possible. Donc j'ai survécu pendant 5 ans quand même en tant que salarié en entreprise. Et puis j'ai fini par partir, ou plus précisément, on m'a aidé à partir. Je me suis fait virer, je me suis retrouvé au chômage. Et la seule chose que je savais, c'est que je ne voulais plus exercer ce métier, je ne voulais plus travailler dans ce domaine. Il y avait des gens, je peux voir autour de moi, qui étaient heureux dans ce domaine, mais ce n'était pas mon cas. C'était pas fait pour moi. Donc il fallait que je trouve autre chose et je ne savais pas quoi en fait. Donc j'ai traversé une sorte de crise professionnelle, mais aussi personnelle. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais quand même pas reprendre mes études à zéro. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc ça a duré un certain temps. J'ai fait une déprime, une petite dépression. J'ai essayé de me débattre, de monter des projets qui ne marchaient pas non plus. Puis jusqu'à ce que finalement,
je réalise que ce qui m'avait toujours plu, c'était les relations humaines, c'était l'être humain, la matière humaine. Et c'est vrai que ça faisait plusieurs années déjà qu'en parallèle de mon travail, je me formais à la psychologie, au développement personnel. Et je me suis dit, mais finalement, le bonheur, c'est de faire de sa passion son métier. Et j'ai décidé voilà, d'en faire un métier. Et donc, je suis retourné me former pour devenir formateur et consultant en relations humaines. Et j'ai exercé ce métier pendant 15 ans. Et ces 15 ans pendant lesquels je continuais de me former moi-même. Quand je dis me former, ce n'est pas exactement le terme. J'étais vraiment sur un parcours de connaissance de soi, de développement personnel et spirituel. C'est aussi une période pendant laquelle je me cherchais des mentors. J'avais besoin d'aller rencontrer des personnes qui pouvaient m'apporter quelque chose, quelque part me révéler à moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de voyages en Asie, en Amérique, un peu partout, et pour rencontrer des gens qui pouvaient me nourrir. En fait, j'avais vraiment besoin de comprendre des choses sur moi, sur les autres, et sur le monde, et sur le sens de la vie. Et puis, et donc ça a duré 15 ans en parallèle de mon nouveau métier. Et puis, je crois qu'un jour, quand on reçoit beaucoup, à un moment donné, on comprend qu'on ne peut pas garder pour soi ce qu'on a reçu, ne serait-ce que parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de parcourir le monde, d'aller à la rencontre de sages, d'enseignants. C'est pas à la portée de tout le monde. Et je me suis dit, il faut diffuser cette information. Parce que ces enseignements que j'ai eu la chance de bénéficier, je ne peux pas les garder pour moi. Ça ne m'appartient pas. Le savoir n'appartient à personne, en fait. Et donc, ma mission, c'est de le faire circuler, quoi, de redonner ce que j'ai reçu moi-même. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre la plume et d'écrire pour pouvoir partager tout ce qui, moi, m'avait permis de passer une situation où j'étais malheureux. Alors, professionnellement, je l'ai évoqué, mais pas que professionnellement. J'étais plutôt mal dans ma peau quand j'étais jeune adulte, pas à l'aise, pas à l'aise dans mes relations aux autres. Oui, j'étais maladivement timide. Puis je me connaissais mal. Donc j'avais pas mal de problèmes, quoi. Et dans la mesure où j'ai réussi à me libérer de ces problèmes et à avoir une vie équilibrée et épanouissante, je me suis dit, mais c'est à la portée de tout le monde. Donc il faut faire passer le message. Et j'ai eu envie de faire passer ces messages. Oui, c'est intéressant parce que si en lisant le livre, on est forcément poussé vers soi-même et on pense à soi-même, il est impossible de ne pas penser, après avoir fini le livre, combien de personnages qu'on venait de rencontrer dans le livre se retrouvent dans l'auteur lui-même et dans son expérience. Oui. Mais je voulais te demander quelque chose parce que donc c'est pratiquement tu as publié ton premier roman à 42 ans, comme tu disais, 5 ans dans l'entreprise et après 15 ans, donc c'est un trajet assez long. Finalement, c'est un acheminement vers l'écriture que tu as vécu qui a apporté de la substance intérieure aussi. D'habitude, lorsqu'on change, les gens veulent le changement comme quelque chose de dramatique, on ne peut pas s'empêcher tous, mais comme une rupture. Oui. En même temps, après avoir dépassé, après avoir fait le pas, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de continuité que de rupture, je pense. Donc, c'est une question parce que je suis curieuse, quelles sont les choses les plus importantes de l'expérience que tu as rejetée qui t'ont aidé à te retrouver? Quels sont les éléments les plus importants de l'expérience que j'ai Qu'est-ce que rejetée? tu as gardé de toi? Oui, de toute En ça. fait, il y a une différence entre qui nous sommes au niveau identitaire, qui je suis, quoi, et ce que nous faisons. D'accord? Là, je peux faire des choses qui n'ont rien à voir avec qui je suis. Ok. La seule chose, c'est que l'épanouissement se trouve lorsqu'il y a une forme d'alignement entre qui je suis, entre ce en quoi je crois, mes valeurs, mes compétences que je mets en œuvre au quotidien dans mes actions. D'accord? Donc, vraiment, il y a une forme d'alignement. Quand il y a cet alignement, à ce moment-là, je ressens une sorte de puissance personnelle et en tout cas d'épanouissement. D'accord? À l'inverse, quand on fait des choses qu'on n'aime pas faire et qui ne répondent pas forcément à nos valeurs ou qui ne servent pas à nos valeurs, ce qui était mon cas quand j'étais dans la finance, d'accord? Moi, je passais mes journées à analyser des documents, faire des calculs, et j'avais le sentiment que ça ne servait pas à l'humanité, quoi. Ça ne servait à personne. En fait, c'était juste des informations qui allaient être relayées.
Alors, c'est un peu faux, puisque en fait, c'est utile dans une entreprise, chacun a son rôle à jouer, et moi, c'était le mien en l'occurrence. Mais disons que ça ne répondait pas à ce qui est chez moi une valeur phare. Cette valeur phare, c'est l'évolution et le partage. J'ai deux valeurs très importantes en moi. Les valeurs, ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour moi dans la vie, c'est l'évolution. Alors, l'évolution personnelle, hein, j'ai parlé de mon évolution personnelle pendant 15 ans, mais aussi l'évolution de l'humanité, l'évolution des choses dans le monde et l'évolution des personnes. Et moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux que de voir une personne évoluer, ou même une société ou un pays évoluer dans la bonne direction, ce qui n'est pas toujours le cas, quoi. Mais c'est ça qui me motive énormément dans l'existence. Ça, c'est une valeur phare, l'évolution. Puis il y en a une autre qui est le partage. J'aime partager. Okay, et donc, évidemment, aujourd'hui, moi, j'ai un métier qui me permet de servir ces deux valeurs. L'évolution, puisque à travers mes romans, j'aide, je crois, du moins j'espère, les personnes à évoluer, à être plus heureuses, plus épanouies dans leur vie. Et puis je partage ce que j'ai reçu. Je dis souvent, j'ai rien inventé, moi j'ai beaucoup reçu, je suis allé à la recherche de l'information, de l'enseignement, et puis maintenant je repasse tout ça. Et donc quand j'étais dans les finances, il y a des gens qui sont épanouis dans les finances parce que ça répond à leurs valeurs, mais ça ne répondait pas aux miennes. Donc c'est important pour chacun de se connaître afin de percevoir, afin de mettre en œuvre cette forme d'alignement qui va faire qu'on est épanoui, parce que ce que l'on fait, donc dans le comportement, que ce soit un métier d'ailleurs ou en dehors d'un métier, hein, ça peut être aussi sur le plan personnel, ce que l'on fait va servir, va alimenter nos valeurs les plus profondes. Et là, ça a du sens pour nous à ce moment. D'une manière enfin, beaucoup plus simpliste, si je comprends bien, entre ces distinctions entre profession et passion par laquelle on passe tous, tu as choisi la passion pour la transformer en profession finalement, n'est-ce pas? Oui, c'est juste. Oui, Mhm. tout à fait. Tout à fait. Euh, Est-ce que les livres, enfin pratiquement tous les livres que tu as écrits, d'abord touchent des problèmes qu'on connaît tous, même si on parle ou si on ne parle pas de ces problèmes, qu'on veut les reconnaître ou qu'on puisse les exprimer d'une manière plus ou moins attirante. Il s'agit de devenir soi-même, de l'accomplissement, de acquérir sa propre liberté, ou d'une manière moins esthétique, disons, il s'agit de la tristesse, du manque de confiance en soi, du fait qu'on réalise que, enfin, à un certain moment de la vie, peut-être l'estime de soi n'est pas telle qu'on voulait qu'elle soit, de la sensation de pression qu'on a quelquefois, donc on ne peut plus retrouver le sens ou le plaisir de la vie. Euh, Est-ce que ça, c'est le thème que tu discutes dans tes romans? Un des romans commence avec quelqu'un qui ne peut pas jouir de sa vie, il ne sait pas. Un autre roman commence, Dieu, Voyage toujours en incognito, par exemple, commence avec Alain qui veut se suicider, donc est en train de se suicider. Euh, Pratiquement, il y a une grande crise qui ouvre le livre. Oui. Est-ce que le choix de la nature de la crise, de la nature de ce que tu as voulu que le personnage accomplisse par cette crise, a été à marquer des pas dans ton évolution des voyages, comme tu disais? La question me vient parce qu'à un moment donné, un des livres, L'homme qui voulait être heureux, c'est un livre qui se passe à Bali, Mm. n'est-ce pas? Et donc, est-ce que toi, tu as fait ce chemin que tu as parsemé à travers tes personnages après? Alors oui, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut comprendre que la crise est un prélude au changement. C'est-à-dire que finalement, en général, quand une crise survient dans notre vie, que ce soit une crise personnelle, comme je sais pas, un divorce, une maladie, ou une crise professionnelle, un licenciement comme j'ai vécu, un échec, une difficulté, d'accord? Quand on reçoit une crise, quand on vit une crise, en général, on n'est pas content, d'accord? Et on se dit, mais pourquoi ça me tombe dessus? Et ce qu'on ne sait pas dans l'instant, quand cette crise survient dans notre vie, c'est qu'en fait, la crise est ce qui va nous permettre de changer. Et en fait, la pire des choses pour quelqu'un qui n'est pas complètement épanoui dans sa vie, bah, c'est de ne pas subir de crise et continuer comme avant, parce qu'on peut finalement subir des choses qu'on n'aime pas tellement, une situation où on n'est pas complètement heureux, bah, toute sa vie, en fait. D'accord? Et la crise, c'est ce qui nous permet la remise en question. C'est ce qui nous force quelque part à nous poser des questions, à nous demander qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie, qu'est-ce qu'on voudrait
une question qu'on ne se pose pas forcément. Quel est le sens de notre existence? Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Je parlais tout à l'heure de connaître ses valeurs. Donc ça, ce sont les questions qui surviennent avec une crise. Okay. Alors pourquoi le voyage dans mes romans et pourquoi j'ai moi-même voyagé? Ben, le voyage, c'est un peu une métaphore de l'évolution qu'on peut faire dans notre propre vie. C'est le véritable le voyage, il est intérieur finalement, il est avec soi-même, il est par rapport à ses choix de vie, quoi. Mais le fait de voyager physiquement, c'est en fait de se déplacer, de changer de lieu, de changer de région, de changer de pays, même ponctuellement, quoi. En fait, parce que c'est une métaphore du voyage intérieur, ben, ça aide à sortir de soi. Donc, ça aide à sortir de ses conditionnements. Parce que l'être humain est un être d'habitude. On a tous tendance à avoir des habitudes de fonctionnement, de vie. Et même lorsque la vie ne nous satisfait pas et qu'on n'est pas content de notre situation, que ce soit au travail, en couple, en famille ou autre, eh bien, on a tendance à continuer comme avant, en fait. Parce qu'on fonctionne comme ça. Les habitudes ont quelque chose de rassurant. La vie est assez cadrée, quoi. Et le fait de partir en voyage, ça casse, en fait, ça coupe les habitudes. On change forcément d'habitude. On sort de l'espace problème, entre guillemets, on va ailleurs. On va ailleurs, et non seulement on va ailleurs, mais on est confronté à des gens qui peuvent avoir des façons de voir différentes, des cultures différentes. Et cette confrontation avec un autre modèle du monde, on pourrait dire une autre façon de voir la vie, va nous aider encore plus à regarder la nôtre et à nous dire, mais finalement, mon mode de vie à moi, est-ce qu'il me convient vraiment? Là, je vois autour de moi d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser, de voir les choses, de gérer les relations. Et finalement, est-ce que ma vie à moi me convient, quoi? Et est-ce que ça me donne envie de prendre des décisions? Donc, en fait, le voyage, c'est super important. À propos de voyage, le titre du dernier roman publié en Roumanie, c'est Les dieux voyagent toujours incognito. Quel est le sens de ce titre? Alors, ce titre, en fait, Tous tes titres sont superbes, sont des métaphores. En fait, c'est issu d'une phrase que Einstein avait prononcée à propos du hasard. Einstein disait, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Je suis parti de cette phrase. Et alors pourquoi les dieux? Parce que les dieux, c'est un petit peu nous, quoi. Et quand je dis les dieux voyagent toujours incognito, pour moi, c'est que chacun de nous, quelque part, a au fond de lui, on pourrait dire, une part de divin. D'accord, même si ça ne correspond pas toujours, et à tort d'ailleurs, je crois, à la vision chrétienne, où on a une vision plutôt dualiste de la spiritualité. On voit Dieu en dehors, quoi. Il y a Dieu qui nous regarde, on s'adresse à Dieu pour demander des choses. Et en même temps, Jésus lui-même a invité à voir Dieu à l'intérieur de soi. Mais ça, on l'a un petit peu passé sous silence dans le christianisme. En tout cas, moi, je suis convaincu qu'il y a une part de divin en nous. Et que l'un des travaux qu'on peut mener dans notre vie, c'est de faire émerger cette part de divin. Et on fait émerger cette part de divin, notamment quand on est à l'écoute de soi, qu'on comprend ce qu'il y a de précieux en nous et qu'on est en accord avec nous-mêmes. Et qu'on évolue. C'est là quand on évolue et qu'on est mieux dans notre vie, plus épanoui, plus heureux. Ce n'est pas une démarche égoïste, contrairement à ce que certains pensent parfois. Parce que finalement, quand je suis plus épanoui, c'est que je suis à ma place. Hein, il y a une expression en français qui est de dire quand je suis heureux dans ce que je fais, par exemple, je suis enthousiaste. Et les racines grecques ou latines, je ne sais plus du mot enthousiaste, ça signifie avec Dieu, être avec Dieu. C'est quand je suis heureux dans ce que je fais, quand je m'épanouis dans mes actes, qu'ils soient professionnels ou personnels, ben je suis quelque part avec Dieu. Donc il y a cette notion divine. D'accord, j'exprime le divin qui est en moi. Je vous laisse parcourir ensemble ce trajet entre le hasard que tu as invoqué à travers les paroles de Einstein et la direction dans laquelle on va pour se chercher, pour se retrouver soi-même. C'est amusant, il y a quelques jours, je lisais un texte des essais de Montaigne et il y avait là un passage qui m'a semblé très très beau où Montaigne disait que waouh, c'est tellement bizarre. Quelquefois, le bizarre et les circonstances me dirigent, ont une plus grande influence sur moi et me dirigent mieux vers ce que je veux comprendre de moi-même que mes efforts personnels. Donc, ce qu'il disait finalement, c'est que oui, quelquefois, le hasard fait plus que l'effort,
dans lequel tu dois être assez concentré et stable. Ce qui interpelle d'ailleurs sur qu'est-ce que le hasard, quoi. Moi, à l'origine, j'ai une formation plutôt rigoureuse, hein, en sciences économiques, puis j'ai un père scientifique aussi, donc je suis plutôt rationnel, carré. Donc pour moi, le hasard, c'est le hasard, quoi. Sauf que depuis quelque temps, comme je m'interroge sur ce qu'est le hasard, quoi, et on peut faire un lien en effet avec la pensée d'Einstein, parce que j'ai quand même de plus en plus tendance à penser que ce que l'on appelle le hasard, et notamment par rapport à des événements qui surviennent dans nos vies, ce que j'évoquais tout à l'heure, comme des crises ou des coups durs, ben, ne sont pas là vraiment par coïncidence, quoi. Ça a une fonction dans notre vie, ça nous apporte quelque chose, quoi. Comme si finalement parfois on n'arrivait pas à avancer dans nos vies juste en se concentrant et en réfléchissant dans la tête, hein, dans le mental. Donc finalement en laissant aller un certain nombre de choses, hein, le hasard, hein, donc la vie, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, quoi, met sur notre chemin un certain nombre d'événements qui vont nous permettre d'avancer dans la bonne continuité. À propos de ces hasards qu'on affronte, je dois souligner qu'il y a une chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans tous tes romans d'ailleurs, parce que c'est un leitmotiv, c'est le fait qu'il y a toujours un guide spirituel qui apparaît. Soit qu'il s'agit d'un conseiller, d'un thérapeute, d'un sage, comme dans l'homme qui voulait être heureux, ou même dans une personne plus âgée qui est sage, comme dans l'homme qui voulait, le jour où j'ai appris à vivre. Donc, il y a toujours ce guide spirituel qui nous aide. Qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que c'est tellement difficile de se trouver soi-même sans avoir, sans avoir la chance de retrouver un guide? Oui. Je pense que c'est difficile d'évoluer soi-même s'il n'y a pas un déclencheur extérieur. Alors, ce déclencheur, ça peut être, comme tu dis, un thérapeute, un guide, un psy, pourquoi pas un prêtre, je ne sais pas. Ça peut être un livre aussi, ça peut être parfois un film. Parfois, on va regarder un film et il va y avoir un déclencheur. L'histoire va avoir un écho particulier en nous et va induire une amorce de changement, un début de changement. Euh, Avoir quelqu'un, en tout cas, une forme humaine qui nous aide à un moment donné, c'est assez fondamental, je crois. Ne serait-ce que parce que on n'a pas facilement conscience de nos propres schémas. On n'a pas forcément conscience de notre façon de nous voir nous-mêmes, de voir les autres et de voir le monde. Ça, c'était le thème de mon précédent roman que tu as publié, hein, Je te promets la liberté, sur la personnalité qui nous amène à réaliser qu'en fait, on voit le monde à travers une sorte de paire de lunettes. Et cette paire de lunettes a des verres qui sont comme un prisme de la réalité. Ça nous amène à voir une vision déformée de la réalité, mais on ne le sait pas. Sauf qu'on se voit soi-même d'une certaine manière, on croit des choses sur soi, on voit les autres d'une certaine manière, et on va interpréter les paroles, les comportements des autres, et on voit tout ce qui se passe en fait autour de nous dans le monde de manière biaisée. On croit voir la réalité objective, précise, factuelle, et en fait non, il y a un biais, qui est le biais notamment de notre personnalité, de nos croyances, de ce que l'on pense. Et c'est très dur en fait d'avoir conscience de la paire de lunettes qu'on porte. C'est souvent quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre parfois ça va être un conjoint. On se met rarement en couple avec quelqu'un qui a exactement la même vision des choses, la même personnalité. Et le conjoint, il m'a réussi aussi à ça, à un moment donné, à nous ramener sur Terre quelque part, à nous dire, non, non, ce que tu me dis là, ça ne correspond pas à la réalité. C'est ta vision des choses. Donc il y a une confrontation à un moment donné. D'accord? Donc ça, c'est le rôle aussi d'un thérapeute, d'un psy, d'un guide spirituel. C'est de confronter à un moment donné notre vision du monde pour nous amener à réaliser qu'elle ne correspond pas tout à fait à la réalité. En fait, il y a au moins 3 éléments qui me semblent essentiels et très visibles dans tes histoires. Donc, c'est le guide spirituel dont nous venons de parler. C'est aussi l'idée de pacte, parce que celui qui rencontre le guide spirituel doit accepter un pacte. Et dans tous tes romans, il est en quelque sorte forcé comme on impose à un enfant quelque chose. Tu dois faire cela pour arriver à je ne sais pas où. Et une troisième chose qui me semble essentielle, c'est l'idée de preuve. Donc, Alain, par exemple, du roman Les dieux voyagent toujours incognito, mais pas seulement lui, les personnages des autres romans aussi, ils sont mis à des épreuves. Donc, Oui, on leur dit, fais ça pour voir
Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je voudrais parler un petit peu de ces exploits spirituels qui sont en quelque sorte, disons, une sorte analogie mythologique à Hercule, parce que lui aussi, il est Hercule dont on sait qu'il était fort parce qu'il a accompli Eh oui. des exploits. Oui. Je voudrais discuter un petit peu de ça parce qu'en même temps, il y a à un moment donné un personnage enfin, qui dit, enfin, c'est Alain le même dont on parle, qui, euh, qui demande, mais est-ce que on peut, comment est-ce que finalement on peut devenir plus libre intérieurement? Euh, comment on peut se libérer intérieurement soi-même? Et la réponse que le guide, son guide spirituel lui donne, qui peut être, je laisse le lecteur à découvrir, peut être un thérapeute ou peut être un personnage maléfique, la réponse est il n'y a pas de recette et il n'y a pas une seule voie. Eh On oui. peut trouver plusieurs voies pour arriver là où tu as besoin d'arriver. Et le défi, c'est de discuter un petit peu de sens de ces épreuves. Et par exemple, prenons une qui est assez amusante. La première épreuve du roman Les vieux voyages incognito, c'est le fait que Dubrovski, le guide spirituel, demande au personnage Alain d'aller dans une boulangerie. Enfin, il faut que je raconte un petit peu. Le personnage dit tout ce qui m'arrive, c'est contre moi. Donc, il n'y a rien de bien dans ma vie. Même le fait d'aller dans un magasin, par exemple, et de demander du pain, pour moi, est une situation, débouche sur une situation que je ne peux pas comprendre parce qu'on me donne toujours le pain qui est brûlé. Et alors, le Dubrovski, le thérapeute, le demande est-ce que tu n'as pas la force de dire que tu n'aimes pas la force brûlée? Est-ce que tu ne peux pas demander une peine qui te plaît? Épreuve qui lui prescrit et je te laisse raconter d'ici. Oui, parce que comme tu l'évoques, hein, le personnage est quelqu'un d'assez timide, qui n'ose pas affirmer son point de vue et qui n'ose pas surtout exprimer précisément ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas dans sa vie, quoi. Donc, évidemment, les choses sont compliquées pour lui. Et dans la mesure où il a toutes ces hésitations, eh bien, Dubrovski lui donne l'obligation, donc c'est une épreuve qu'il doit surmonter, de rentrer dans une boulangerie et puis de demander un pain, puis de refuser le pain qu'on lui donne en lui disant qu'il est trop cuit ou pas assez, d'en demander un autre, puis de changer d'avis et de changer d'avis à plusieurs reprises comme ça, jusqu'à ne rien acheter et dire finalement j'ai changé d'avis, je ne prends rien. Et alors que c'est à l'heure d'affluence, il y a toute une file de personnes, donc il est là à monopoliser le vendeur ou la vendeuse pendant quelques minutes parce qu'il change d'avis pour exprimer ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Donc, bon, la scène est assez rigolote en effet dans le livre, mais c'est une véritable épreuve pour ce personnage, parce que pour lui, c'est extrêmement difficile en fait de faire ça, d'aller à l'encontre de ce que les autres cherchent à lui donner ou à lui imposer. Est-ce que finalement ça le brise, le fait de faire une chose qui est inconcevable pour un timide? Ben, en fait, dans la vie, pour évoluer et pour avoir la vie qu'on souhaite, quoi, il y a un prix à payer, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, quoi. C'est qu'il y a un prix à payer. Quand je dis prix à payer, j'entends par là que rien n'est facile et coule de source, quoi. Il y a des efforts à faire. Quoi que ce soit, quel que soit le domaine, il y a des efforts à faire. Et donc, c'est ça, enfin, finalement, que symbolise les épreuves dans la mythologie que tu évoquais tout à l'heure à propos d'Hercule. C'est-à-dire que la vie nous offre des épreuves. Et là, il y a deux attitudes possibles. Soit on esquive l'épreuve, on s'arrange pour ne pas faire face à ce qui nous fait peur, à ce qui nous gêne, à ce qui est coûteux pour nous. Et à ce moment-là, on aura toujours la même vie, on n'évoluera pas et on risque d'être insatisfait tout le temps. Soit à un moment donné, on trouve soit le courage d'affronter nos peurs, d'aller dans le sens de ce qui est difficile pour nous. Et ça nous permet d'évoluer, en fait. La notion d'épreuve, elle est essentielle dans l'existence. Et d'ailleurs, quand on regarde, quand on s'intéresse, comme le font les anthropologues, aux sociétés primitives, on se rend compte qu'autrefois, dans ces sociétés,
et dans les rares qui subsistent encore aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des rites initiatiques. C'est par exemple, à partir de l'enfance, pour accompagner l'avancée de l'enfance vers l'âge adulte, eh bien, ce parcours est parsemé d'épreuves et de rites initiatiques, et parfois qui sont difficiles et parfois même dangereux. Mais à un moment donné, c'est parce que l'enfant, puis l'adolescent, puis l'adulte va réussir ces épreuves, va franchir ces passages que sont les rites initiatiques. C'est ce qui lui permet aussi d'évoluer dans la vie, quoi. Donc, dans certaines tribus, par exemple, on va demander à des jeunes gens de sauter du haut d'une tour en étant attachés par le pied, par la cheville, avec ce qu'on appelle aujourd'hui un élastique. Hein. On fait des sauts élastiques, par exemple. Et ben, on trouve ça dans des sociétés primitives où alors sauter dans l'eau depuis un point très haut, d'un rocher très haut. Donc, une épreuve qui est difficile. Le point commun de toutes ces épreuves, c'est qu'elles sont difficiles. Ça demande du courage à un moment donné pour la surmonter. Et parce qu'on a surmonté ses peurs, ses angoisses, et qu'on a réussi le rite de passage, eh bien, on est passé de l'autre côté, on a franchi une étape dans la vie. Et à notre époque, je trouve qu'on a tendance, et moi-même d'ailleurs en tant que parent, à faciliter la vie des enfants, faire en sorte que leur enfant soit confortable. Et en fait, ce n'est pas un cadeau qu'on leur rend. C'est vraiment important dans la vie de réaliser qu'on a réussi à surmonter une épreuve. Oui, je pense que dans la vie réelle, les épreuves, c'est nous-mêmes qu'on les choisit. On les choisit certainement d'une manière inconsciente. Et alors, peut-être que dans la vie réelle, le rôle du guide spirituel, soit-il parent ou autre chose, c'est plutôt de diriger l'autre dans l'épreuve qu'il a choisie, dans l'épreuve que le client a choisie. C'est-à-dire que dans les romans, c'est une manière métaphorique de le dire très bien, mais dans la vie réelle, peut-être c'est ça la différence. La victime choisit l'épreuve et le guide spirituel l'aide à être à la mesure de l'épreuve qu'il est capable de survivre. Oui, tout à fait, parce qu'il doit le conduire au succès. Ouais. Dans une clé assez détendue aussi, je voudrais rappeler, et je te demande que tu nous éclaires un petit peu le sens de cette anecdote. Donc, dans le roman, il y a aussi, à un moment donné, le guide spirituel, Dubrovski, demande à Alain d'aller au bureau. Alain est toujours le type timide, il est toujours un peu mal installé au milieu de ses collègues et dans son contexte professionnel. Donc, Dubrovski lui demande d'aller au bureau chaque jour avec une revue qui s'appelle, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement comment. Closer. C'est ces revues qui vont vous parler de la vie des stars, où les photographes Ah, prennent des photos de stars, des photos volées de stars sur la plage, où on voit qu'ils ne sont pas si beaux que ça, qu'ils ont des plis de graisse, vous voyez. Donc, c'est des revues vraiment pas intéressantes, mais que beaucoup de gens aiment lire quand même, mais ils ne vont surtout pas le dire. Donc, ils vont le lire chez le coiffeur, par exemple, ah, ou ah. plutôt cacher aux autres qui le lisent alors qu'ils adorent le lire. C'est un peu la honte de lire ça, quelque part. Bon, donc, pourquoi demander à Alain de faire une chose qui lui semble honteuse, pas seulement difficile, mais honteuse, effectivement, qui lui semble, qui lui donne l'impression de se disqualifier. Voilà. Alan a un problème avec le regard de l'autre. C'est-à-dire, Oui. Alan, le personnage, est très, très dépendant du regard de l'autre. C'est très important pour lui qu'on ait un regard bienveillant sur lui, qu'on le voit comme quelqu'un de bien, etc. Et du coup, c'est porté à un tel niveau qu'il devient esclave du regard de l'autre. Au bout d'un moment, c'est plus sa vie, quoi. Il va se comporter en fonction de ce que les autres attendent de lui. Et donc, pour lui permettre de se libérer du regard de l'autre, eh bien, il lui demande en effet d'aller au bureau avec le magazine en question, un exemplaire du magazine en question, et puis de le laisser négligemment poser sur le bureau. Il va en réunion, donc vous imaginez, il y a la salle de réunion, il y a une dizaine de collègues, puis lui arrive en réunion avec ses dossiers, puis il a son magazine, il pose le magazine sur la table. Il doit le faire. Donc c'est hyper dur pour lui. Et en même temps, il va réaliser que ça ne change rien finalement. Ok, il y a certains collègues qui vont regarder un peu de travers, et en même temps, il va rester qui il est. Ça n'empêchera pas qu'on va l'évaluer par rapport à la qualité de son travail, et pas par rapport au magazine en question.
Pratiquement chaque épreuve découvre ou met en lumière quelque chose d'essentiel pour le personnage, quelque chose qui peut être aussi essentiel ou moins essentiel, mais de toute façon connu par chacun de nous, les lecteurs. Et lire le roman, ça nous fait rencontrer plusieurs situations qui mettent, je ne sais pas, en lumière comment est-ce qu'on fait ou comment est-ce on arrive à se retrouver soi-même lorsqu'on manque de confiance, lorsqu'on perd la confiance, l'estime de soi, lorsqu'on n'a pas le courage et la liberté intérieure de nous exprimer, parce que c'est un autre thème essentiel de ce roman, comment on fait pour exprimer une chose dans laquelle on croit, comment la dire aux autres de façon que ça ne soit pas seulement un balbutiement, mais que ça soit un discours, que ça soit une voix. Comment retrouver sa voix? Je voulais te demander quelles sont tes sources, parce que bien sûr qu'on retrouve à partir de stoïciens, des sources philosophiques. Moi, j'étais aussi, j'ai cru voir exactement les discours des existentialistes et des phénoménologues euh, qui ont été repris après par la psychologie et par la psychothérapie analytique, des discours où l'idée de la fin de la vie qui donne un sens est essentiel, pratiquement. Irving Yalom, il a des livres théoriques et des romans qui présentent cette idée une fois que l'individu est confronté à sa propre mort, soit qu'il est malade ou soit que, je ne sais pas, qu'il approche la tendance de se suicider, il retrouve à ce moment, à peine à ce moment-là, il retrouve le désir de vivre et la vraie joie de vie et même le bonheur, ce qui semble paradoxalement. Oui. Vraiment, au niveau des sources, en philosophie, tu as cité les stoïciens et c'est vrai que les stoïciens m'ont beaucoup influencé, m'influencent encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un peu les premiers philosophes, non seulement à s'intéresser à la question de l'épanouissement et du bonheur, mais aussi à considérer que l'individu pouvait prendre en charge lui-même son bonheur. Là où d'autres pensaient déjà à l'époque que ce n'était pas à l'individu de prendre en charge son bonheur, c'était à la société. C'était au gouvernement, c'était à l'État, quelque part, de faire en sorte que les individus puissent être heureux. Alors que les soliciens s'interrogeaient sur comment chacun peut prendre en charge sa vie, finalement. Donc, évidemment, ça me parle, ça correspond à ma vision des choses. Donc, ça, c'est vraiment sur le plan philosophique, sachant que, après, en philosophie, je me suis aussi beaucoup intéressé à des courants orientaux comme Lao Tzu, qu'on peut considérer aussi comme un philosophe, ou encore Blaise Pascal. Il y a pas mal de philosophes qui m'ont influencé. Sur le plan psychologique, moi, je me suis intéressé vraiment à différents courants de pensée parce qu'il y a des choses à prendre un peu partout, je dirais. Même si dans ce domaine-là, on observe un peu des chapelles, c'est-à-dire des courants fermés, un peu comme des écoles de pensée où chacun va penser qu'il détient la vérité, puis il se méfie un peu des autres écoles de pensée. Donc moi, je me suis intéressé à différentes écoles de pensée. Je pense par exemple à la PNL, programmation neurolinguistique, à l'analyse transactionnelle, à l'hypnose érectionienne, à la spirale dynamique, à l'énéagramme, vous voyez, un certain nombre d'écoles de pensée. Et j'ai pris en fait tout ce qui me semblait pertinent, quoi. Sachant que quand je travaillais sur moi, je recherchais des outils assez concrets. Je voulais avancer, je voulais des réponses. Je ne voulais pas seulement analyser mes problèmes, comme on fait en psychanalyse par exemple, pour comprendre que mes difficultés ou mes problèmes venaient de mon enfance, de ma mère, de mes grands-parents, de je ne sais où. Je voulais changer ça, je voulais résoudre mes problèmes. D'accord? Donc, je me suis intéressé vraiment à tout ce qui pouvait me fournir des outils d'évolution. Et c'est ça que je réutilise dans les romans. Pour les passionnés de la psychologie théorique aussi, dans les dieux voyage incognito, il y a à un moment donné, j'ai beaucoup aimé l'histoire qui fait se rencontrer théoriquement, bien sûr, deux courants de pensée, la psychologie cognitive comportementale et la psychanalyse lacanienne. Donc, pour les lecteurs, c'est très sympa cette rencontre imaginaire entre les Américains d'un côté et Lacan qui pratiquait des séances mystérieuses et esthétiques de plus en plus chères et de moins en moins courtes. Tout à fait.
À propos des épreuves dont tu parles dans tes livres, il y a une qu'on rencontre souvent et qui est spéciale. Les personnages qui sont en quête de soi reçoivent à un moment ou à un autre une épreuve qui consiste à écrire, qui, qui consiste à écrire dans un journal ou sur un papier, je ne sais pas, un numéro, 5 choses que tu as, 3 choses que tu as bien fait aujourd'hui, et écris ça pendant un mois, disons, ou quelque chose comme ça. Comment est-ce que, enfin, comment est-ce que tu penses que l'écriture t'arrive? Est-ce que l'écriture est une voie particulièrement importante dans ce voyage spirituel que chacun d'entre nous mène? Je ne sais pas, mais je pense parce que l'écriture, c'est pas anodin en fait. Ça permet d'extérioriser un certain nombre de choses. Et le fait de les coucher sur papier, en fait, c'est un petit peu comme si on pouvait voir nos pensées, essayer de se matérialiser sur le papier visuellement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que mon expérience de l'écriture m'amène à réaliser que tout ce qui sort, tout ce que l'on écrit, ne vient pas de notre cerveau, bizarrement. Euh, on me pose souvent la question de mon inspiration. Où est-ce que je trouve mon inspiration pour les histoires? Alors, il y a certes une réflexion, puisque j'écris des histoires qui ne sont pas uniquement de la fiction, mais qui visent à transmettre des messages, des outils qui sont utiles pour les gens. Mais néanmoins, il y a quand même la partie romanesque. Donc, d'où viennent tous ces personnages, etc. Et en fait, je n'ai pas la réponse. Mais ça ne vient pas de mon cerveau. Et d'ailleurs, je peux vous raconter une anecdote qui illustre ça. J'ai une amitié avec un écrivain français qui s'appelle Bernard Werber, Oui, euh, qui est peut-être traduit oui. en roumain. Et donc on se voit régulièrement, mais on ne se parle jamais du livre qu'on est en train d'écrire. Je crois que chacun est assez secret par rapport à ça. Donc on n'échange jamais un seul mot sur ce qu'on écrit. Sauf que lorsque j'ai publié Je te promets la liberté, en France, il est sorti 2 jours après un livre de Bernard Werber qui s'intitule La boîte de Pandore. Et à l'apparition de nos livres, on s'est offert nos livres. Mhm. Dès qu'il m'a offert son livre, je me suis plongé dans la lecture. Et là, j'étais complètement ahuri, enfin, j'en revenais pas. Pourquoi est-ce que son histoire se passe sur un bateau? Mon histoire se passe sur un Mhm. bateau. Son bateau porte un nom mythologique, la boîte de Pandore. Mon bateau porte un nom mythologique, Pygmalion. L'histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui change de vie tous les jours sous hypnose, en visitant des vies antérieures. Et moi, c'est l'histoire de quelqu'un qui change de vie tous les jours sous hypnose, en changeant de personnalité. Sans rien parler. Voilà, et on a rien dit, je vous jure que c'est vrai, sur nos livres quand on était en train d'écrire. D'ailleurs, je n'en parle à personne à part à ma femme. Je suis très, très secret par rapport à ça. Et Bernard, ça doit être à peu près pareil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on est allé chercher l'inspiration quelque part. Ou, je ne peux pas vous dire, mais ça ne vient pas de mon cerveau. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est intéressant, je crois, d'écrire. Parce que quand on écrit Mhm. pour les gens, il y a des choses qui vont venir d'ailleurs que notre cerveau et qui peuvent nous permettre d'avancer dans la vie, quoi. L'écriture, c'est assez magique, en fait. Oui, peut-être que l'écriture nous fait, certainement nous fait plus riches par rapport à nous-mêmes. Ça nous fait Eh devenir plus que l'on est. ouais. Donc, je ne veux pas trop dévoiler le sujet de ton dernier roman, Intuition, mais parce qu'il est en train de sortir. Je voulais t'inviter pour finir notre discussion de nous dire, en guise de teasing, donc en quelques mots, de dire à nos lecteurs de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on peut retrouver là. Dans Intuition? Oui, Oui, intuition. ok. Eh bien, bah, c'est l'histoire alors d'abord, c'est écrit sous la forme d'un thriller, hein. Euh, c'est l'histoire d'un jeune auteur de polar, enfin, un jeune auteur de thriller, on peut dire, américain. Il vit à New York, dans le Queens, avec son chat, il a une petite vie tranquille. Et puis un jour, on sonne à sa porte et ce sont 2 agents du FBI qui lui font une proposition un peu étrange puisqu'il il lui propose de les aider à identifier, à localiser le criminel le plus recherché du pays. Voilà. Il croit une plaisanterie, il dit mais moi je suis juste un romancier, je peux pas vous aider.
Sauf que les autres lui disent, voilà, enfin, ils sont assez mystérieux, mais il faut comprendre que s'il l'accepte, eh bien, il va rejoindre un programme secret qui vise à développer l'intuition, ou plutôt développer l'accès à l'intuition, afin de pouvoir accéder à n'importe quelle information comme ça sur commande. Alors, il pense que c'est un truc de fou, que ce n'est pas possible. Et puis, évidemment, il est assez curieux, et donc il va se laisser tenter, il va rejoindre ce programme. Voilà, et à partir de là, il y a des péripéties, il va être un peu dépassé par les événements, sans même réaliser qu'il n'a pas été choisi par hasard. Enfin, mais voilà, il se passe des tas de choses. Donc, c'est le thème du roman, c'est l'intuition. Et c'est basé sur une méthode qui existe véritablement, qui a été développée aux États-Unis par des scientifiques qui ont reçu des financements officiels hein, de la CIA, avec sur des budgets qui ont été votés par le Sénat américain, et ça fait plus de 40 ans que ça dure. Hein. Donc il y a eu des millions de dollars pour financer ces recherches, et qui permettent en effet d'accéder à ces intuitions sur commande. C'est un truc complètement délirant. Moi, j'ai rencontré un ancien de la CIA, je me suis formé à cette méthode. Et juste pour vous raconter un exemple, pour vous montrer la puissance de ça, en fait, l'instructeur va choisir un lieu, il va penser à un lieu, il va en prendre la photo, il va la cacher dans une enveloppe opaque hein, qu'il va poser sur la table devant vous. Et vous, en déroulant tout un processus, un protocole de la méthode, vous devez pouvoir décrire le lieu de manière très, très précise. Et ça marche, en fait. Et après, on ouvre l'enveloppe et on regarde. C'est assez incroyable. Alors, merci beaucoup. Donc, les personnages de tes romans sont tentés d'accepter un pacte qui semble toujours très, très, très mystérieux et énigmatique. Donc, avec cette énigme que tu as lancée et la curiosité pour Intuitio, qui est un roman différent et très fort en même temps de ce que tu as écrit jusqu'à maintenant, je te remercie encore une fois et on t'attend à Bucarest, ce qui veut dire qu'on attend que le mystère de la pandémie cesse le plus tôt possible. Oui, je reviendrai avec joie. Merci beaucoup, Magdalena. Merci.